Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis content de vous accueillir à distance, mais je vous accueille quand même pour cette présentation des métiers du e-commerce. Merci à tous d'être là. Et puis, ben, merci à Mélodie pour la présentation du métier de Chief Digital Officer. Merci à Paul pour Paul est là, ouais, ouais, ouais. Ouais, bonjour Paul, je te voyais pas. Bonjour Paul, et merci pour ta présentation aussi du Social Media Manager. C'est ça que tu vas présenter toi, ok. Merci à Joseph pour la présentation du Traffic Manager. Merci à Marion pour la présentation du UX Designer. Voilà, tous ces métiers qui sont connexes à celui de chef de projet e-commerce. Qui pourra soit les piloter, tous ces métiers-là, soit jouer un peu du rôle de chacun, puisque finalement, dans les PME avec lesquelles on bosse, c'est souvent une logique de polyvalence, et donc on tient un peu plusieurs casquettes à la fois. Et donc, c'est bien que vous puissiez présenter ça plus en détail et plus en précision. Comme ça, les jeunes qui seront là vont pouvoir regarder ça avec attention. Et en tout cas, nous, on nous avait demandé de vérifier que chef de projet e-commerce, c'était un métier en soi. Quand je dis on, c'est plutôt France Compétences qui, lorsqu'on a présenté la formation comme étant devant devenir certifiante, elle nous a dit, bah oui, mais il faudra quand même vérifier que c'est un métier. Donc voilà, je pense que depuis quelques années, on a fait ce boulot de vérification, puisqu'il y a plus de 1000 personnes qui sont devenues maintenant chefs de projet e-commerce et sorties de cette formation. Donc voilà, j'invite les jeunes à écouter ça avec intérêt. Je les invite même à rester jusqu'au bout, parce qu'on aura peut-être en clou du spectacle, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on aura quelqu'un qui viendra témoigner. On aura Yvan Lavarec, je pense, qui va venir en visio témoigner de ce qu'il en fait, ses métiers de chef de projet e-commerce, parce que lui, il les embauche. Il en a déjà embauché une demi-douzaine qui sont sortis de nos bancs. Et donc, ça sera toujours intéressant, je pense, pour les jeunes d'écouter aussi quelqu'un qui travaille avec des chefs de projet e-commerce au quotidien dans une activité en ligne qui gère à peu près 2 à 3 millions d'euros en ligne. Donc forcément, il y a de quoi faire. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Je pense que place à tous ces témoignages. Merci à vous tous encore une fois, et je vous laisse les jeunes découvrir tout ça. À tout à l'heure. Jean-Luc. Déjà, bonsoir à tous ceux qui sont présents ici. Il a rapidement présenté nos intervenants. On va commencer peut-être par toi, Mélodie, pour nous présenter un petit peu ton métier, qui tu es. Voilà, on va parler une dizaine de minutes de ton métier, puis après, on enchaînera. Ok, très bien. Qui je suis? Donc, Mélodie Cazenave. Je travaille dans le e-commerce depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai plus ou moins travaillé dans le e-commerce, en fait. Je viens du milieu de la com et du marketing assez classique au début, et je suis rentrée dans le e-commerce par la fonction éditoriale, voilà, conceptrice, rédactrice un petit peu, et dans des startups, donc où j'ai pu toucher un petit peu à tout et évoluer au fur et à mesure pour arriver à un métier il y a quelques années, c'est Philippe Labelle, je suis notre Chief Digital Officer. Ce qui est un petit peu un métier de, on va dire, chef d'orchestre digital. Tu touches à pas mal de choses. Ça demande d'avoir des compétences transverses, et ça permet surtout d'accompagner les entreprises, donc que ce soit des PME, des grandes structures, même des entreprises pure players, en fait, dans leur transformation numérique. Qu'elle soit par le biais des outils, des projets, et surtout de l'acculturation, en fait, des salariés et des dirigeants et des top management, en fait, pour que les projets fonctionnent, en fait. Ouais. On a besoin d'embarquer tout le monde dans cette transformation-là. D'accord. Ok, et donc est-ce que tu as fait face à des préjugés quand tu as commencé ton métier de digital officer? Des préjugés, pas vraiment, puisqu'en fait, ce métier-là, je l'ai fait uniquement chez Sylvie Labelle. En fait, ce n'était pas les postes que j'occupais avant. Je suis passée par des fonctions vraiment plus marketing digital. Ce n'était pas des préjugés. En fait, on cherchait quel nom mettre sur la fiche de poste par rapport au projet qu'il y avait, où c'était une structure, une start-up, en fait, en hyper-croissance, qui avait besoin de bien staffer, de mettre en place les outils pour accompagner cette croissance, de mettre en place des process dans l'entreprise aussi, de réfléchir à des nouveaux business à développer, que ce soit en France ou à l'étranger.
Et on ne savait pas si on se basait sur un poste de directrice marketing, digital ou autre. Et en final, enfin, CDO, c'était ce qui correspondait le mieux parce que ça englobait un petit peu tout. Donc, du marketing, du management, de la stratégie, business, de la data. Enfin, voilà. Donc, c'est pas vraiment des préjugés. On l'a fait un peu au doigt mouillé pour se dire, tiens, c'est ça qui a l'air de bien correspondre en termes d'appellation. Et au final, oui, ça collait assez bien avec la mission que j'ai occupée pendant un peu plus de 5 ans. D'accord, ok. Et si on parle un petit peu plus des savoir-être, des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier. La première, c'est la curiosité, je pense. Tout le temps continuer à faire de la veille, se former continuellement. Ça, c'est la base pour tous les métiers du numérique, mais d'autant plus quand on est chargé de prêcher la bonne parole au sein d'une structure, voilà, ça, c'est vraiment le truc principal. Il faut de la rigueur aussi, de la rigueur, être organisé pour tout ce qui est gestion de projet, donc les métiers de chef de projet. Il y a un lien avec ces métiers-là vraiment. Donc, c'est nécessaire pour ne pas se laisser déborder par l'ensemble des sujets qu'on traite dans une structure, qu'elle soit petite ou grande. Donc, vraiment, ça, c'est des prérequis. Et ensuite, je dirais, c'est surtout des qualités humaines. Faut aimer les gens. Il y a beaucoup de management, beaucoup d'écoute, de compréhension, être capable de se mettre à la place des collaborateurs, des utilisateurs, pour comprendre les points de blocage et pouvoir accompagner en fait l'entreprise dans son évolution, sa transformation. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple concret de mission que tu as pu faire, que tu pourrais partager aux gens des pros et qui nous regardent? Un exemple de concret, je tourne vers Cam, parce que c'est moi, cette collaboratrice. Il y en a eu pas mal. Il y a la recherche de nouveaux marchés, donc avec l'ouverture d'un atelier multilabel fait toujours de l'imprimerie en ligne d'étiquettes personnalisées pour les enfants. Entre autres, il y a aussi beaucoup d'autres produits personnalisés. Et le marché principal était la France, avec des marchés qui s'étaient créés un petit peu par opportunité naturellement en Espagne et en Italie. Et on a vraiment été chercher le développement en Italie, où on a créé un deuxième atelier d'imprimerie en Italie, avec la création d'une équipe sur place, qu'elle soit technique et marketing à piloter, donc, et la mise en place d'outils en fait pour relier les deux entités et les faire travailler de manière coopération en fait vraiment au quotidien, qu'il n'y ait pas de déconnexion entre ce que l'on faisait en Italie et ce que l'on faisait en France. Donc ça, c'était partie des projets de transformation digitale. La mise en place d'outils de gestion de projet aussi au sein du Dilabel, qui n'était pas présente quand c'est arrivé, qui nous a permis de lister les très nombreuses idées qu'on avait au quotidien et de pouvoir avoir un outil pour arbitrer, prioriser, faire travailler des équipes, gérer les avancements des projets, etc. Et pouvoir faire du reporting aussi, la direction. Et permettre à tout le monde, en fait, à l'ensemble des équipes, d'avoir vraiment une vision sur ce qui se développait en termes de projets produits. Notamment, c'est-à-dire que c'est pas le marketing qui travaille dans un coin, mais tout le monde participe en fait, que ce soit la partie technique, la partie développement IT, la partie même RH, comptabilité, voilà, ça permettait de donner une vision en fait à l'ensemble de l'entreprise et d'embarquer tout ce petit monde dans la réalisation des projets. D'accord. Une anecdote peut-être à nous partager Une anecdote que le numérique nous a aidé à mettre fin à des réunions interminables. Ce qui était vraiment, enfin, je pense que ça l'est toujours. Il y a des réunions hebdomadaires qui sont hyper importantes puisque ça réunit l'ensemble du staff. D'accord. Donc ça, c'est génial. Mais il a fallu le structurer, ce truc-là, parce qu'en fait, les réunions duraient plus d'une demi-journée et c'était plus possible. Ça nous fait énormément de temps. Donc, le fait de justement avoir un outil de gestion de projet à disposition permettait à chacun de vraiment préparer en fait la réunion et de gagner du temps, voilà, tout en conservant ce côté, tout le monde est au courant, mais ouais, c'est mettre fin aux réunions interminables. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mélodie? Est-ce que peut-être en ligne?
Bon, dans tous les cas, on pourra. Petite question. Du coup, c'est aussi votre poste, ça intègre aussi la partie développement de nouvelles features pour le site. Ouais. D'accord, Ouais, donc ouais, c'est ouais. vraiment très large. Ouais. D'accord. C'est en fait le pilotage des équipes, c'était le marketing, donc tout ce qui était traffic management, référencement naturel, gestion de tout ce qui était ads, on va dire, donc référencement payant, tout ce qui était aussi graphisme et le pôle IT aussi. Ah ouais, Donc, c'est-à-dire que on pouvait identifier soit nous marketing, soit même la relation clientèle, en fait, parce qu'on travaillait vraiment en relation étroite avec la relation client, des points de blocage, sur des points d'amélioration, et de là, gérer avec les équipes IT les projets, voilà, mettre en place des sprints sur Ouais, des d'accord. nouvelles fonctionnalités, les tester, retester, repartir sur d'autres sprints. Enfin, voilà. Ah ouais, ok. Donc ça englobe vraiment même la partie. Ouais, d'accord, ouais. c'est vraiment très large. Ouais. J'essaie de faire le parallèle avec moi, ce que ça peut représenter. Ouais. mais- Et il y a juste, enfin, peut-être pour conclure, c'est un métier, en fait, c'est pas un métier qu'on va faire pendant de très nombreuses années parce que, par définition, c'est pas un métier pérenne, en fait. Si on fait bien son job, au bout de quelques années, on n'a plus besoin d'être dans la structure parce qu'on a réussi à mettre en place cette transformation, donner les bons outils, faire monter les équipes en compétences et faire en sorte que ça roule. Ça roule? Ça va. Donc voilà, c'est un métier un peu paradoxal, mais C'est hyper passionnant. intéressant à savoir. Ouais. Voilà. Ben, super, merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions à poser qui vous viennent après, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à les poser à la fin d'intervention. Joseph, du coup, tu vas nous parler de ton métier de traffic manager et brico privé. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc moi, c'est Joseph Courtant, je suis responsable traffic manager. Alors, on peut aussi l'appeler responsable acquisition. Du coup, je vais vous parler là du poste de traffic manager, qui est peut-être un peu plus accessible. Et après, du mien, ça sera l'évolution. Alors, il y avait toute une série de questions, je crois, à la slide juste après. Et j'avoue que l'ordre m'allait bien. Élise les a sur son Ah profil, oui. donc c'est pour ça. Pardon, alors c'est où? Donc déjà, qui es-tu? Ah, qui? Ouais, ça y est, ça fait précis. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis à Brico Privé. Du coup, c'est des ventes privées, brico, jardin, maison, auto. Et c'est un site pure player, donc c'est que e-commerce. Et mon rôle, en fait, ou plutôt le rôle d'un traffic manager. C'est vraiment de gérer toutes les... en fait, c'est de faire venir du trafic sur le site internet. Le trafic, c'est ce qu'on appelle les gens, en fait, hein, dans le commerce. Avec un peu de chance, des gens qui veulent bien acheter. Donc, il faut bien les cibler. Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est très simple, hein. Imaginons que je cherche un parasol. En ce moment, c'est la saison jardin. Il faut s'imaginer, donc, je cherche un parasol. J'ai entendu à la télé brico privé, vente privée, brico jardin, maison. Avec bricoprivé.com, je ne sais pas si vous avez entendu le poste, mais on entend pas mal en ce moment. Donc, on va rechercher dans Google, parasol, par exemple. Et là-dedans, le premier encart qu'on voit, c'est des produits. Donc ça, c'est la régie Google Shopping qui propulse ces produits-là. Donc il faut une personne qui gère cette régie publicitaire pour payer le bon prix à chaque clic, mettre les bons produits, etc. Après, il y a, quand on scrolle un petit peu, il y a les annonces texte. Par exemple, bricoprivé.com, vente privée, brico jardin maison, votre parasol à justement 80%. C'est des annonces texte. Donc là, pareil, il faut un traffic manager qui gère ce genre d'annonce-là. Après, quand on descend encore un petit peu, il y a le SEO, donc c'est les référencements naturels. Là, pareil, il faut un traffic manager qui gère la partie SEO, même si là, pour le coup, on n'appelle pas ça un traffic manager, mais... Donc voilà, donc en fait, c'est ça un peu le rôle d'un traffic manager, c'est de faire venir des gens sur le site, que ce soit avec du référencement payant ou du référencement gratuit. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de superviser cette petite équipe de traffic managers qu'on a à Brico Privé. Qui est un nombre de combien? Alors, on est donc je me compte en temps aussi un peu que traffic manager parce que je suis encore un peu les mains dans l'opérationnel, mais il y a 4 traffic managers, on peut dire. Ok. Après, une personne à la data, des graphistes, mais 4 traffic managers. D'accord. Et comment tu en es arrivé à faire ce métier alors? Moi, j'ai commencé à faire des projets comme ça perso. Et du coup, à acheter un peu du trafic sur Facebook, sur Google, et puis au fur et à mesure, je l'ai appris. Et après, j'ai arrêté de faire ces activités-là, et du coup, j'ai rejoint Brico Privé pour faire ce même métier, qui est grosso modo un peu pareil, mais en
beaucoup plus grand. Je te pose la question que j'ai posée à Mélodie. Est-ce qu'il y a des préjugés auxquels tu fais face? Pas tellement. Je vois que les gens ils comprennent pas trop ce que je fais. Tout le temps ils me disent faudrait que tu m'expliques un jour ton métier parce que Google, des fois il faut acheter, des fois c'est gratuit, je comprends pas, c'est quoi le SEO, ils font des trucs, ils ont des bonnes pratiques, enfin il y a beaucoup de personnes qui font des actions où quelqu'un qui connaît un peu, on dirait attention, il y a tout qui va prendre feu. Donc pas trop de préjugés, mais plutôt de l'incompréhension, et il faut vachement répéter, attention là, on va tout casser, ou attention, c'est pas une bonne pratique. Ou disons sensibiliser les gens aussi à ce que ça représente dans un budget marketing, le fait d'acheter du trafic et pourquoi c'est important d'avoir des clients fidèles, disons, pour ensuite éponger un petit peu ces coûts marketing. C'est plus répéter les choses en fait. D'accord. Et tu conseillerais ce métier à quel type de personnes? Quelles sont les qualités? Je pense qu'il faut avoir un peu la fibre, disons, pas entrepreneuriale, mais il faut un peu aimer les chiffres, il faut aimer, voilà, c'est un peu pour des gens, je pense, qui aiment bien dire, ok, j'ai investi 1 euro ici, ça me fait combien d'euros de chiffre d'affaires, j'ai un budget marketing à gérer et je n'ai pas peur de le dépenser, bon, de la bonne manière, hein, mais je pense qu'il faut aussi avoir un peu cette fibre, analyser les chiffres, c'est plutôt la data qui parle que c'est pas un poste très créatif, quoi. Je pense que quelqu'un de plus créatif, lui, sera sur un sujet marketing, disons, il s'épanouira plus à faire des spots télé, à faire du community management, à faire ce genre de choses. Alors que là, c'est un peu bourrin, quoi. C'est toi qui parle, c'est des budgets, c'est du ROI, c'est enfin. Ouais, voilà. Enfin, bon, c'est vrai que quelqu'un qui est un peu plus créatif, qui aime bien trouver la bonne punchline, avoir le bon message et tout ça. Bon, et, déjà, je pense qu'il va trouver ça un peu stressant et ensuite il va s'ennuyer. Et inversement. Ouais. Je pense qu'il faut être un peu. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote aussi à nous partager, ce que tu as pu faire chez Brico Privé ou même avant en tant que traffic manager? Une anecdote, ouais, il y en aurait pas mal, mais il y en a une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps et je l'ai eu un peu mauvaise. C'est, par exemple, dans la régie Google, ils te proposent des recommandations. Voilà, pour votre compte, vous devriez faire ça, 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 ça et ça. Et des fois elles sont bonnes et des fois elles sont un peu moins bonnes. Des fois elles sont chères et bon, le ROI, Parfait. On va passer à Paul. Donc, Paul, toi, tu es social media manager. Oui, bah, moi, c'est un peu plus, moi, je suis un peu le pendant social media de Joseph. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, on va commencer juste pour dire un peu ce que je fais. Moi, je suis donc, du coup, responsable donc, de la publicité digitale, mais notamment sur la partie social media. Donc, avec Social Quarter, donc là où je travaille, la société que j'ai cofondée avec un ami et moi. On va vraiment avoir cette partie où on va essayer de faire des social media le canal d'acquisition principal pour un e-commerce ou pour une société, que ce soit une boutique, que ce soit un prestataire de service, un solopreneur, voilà. Pourquoi je dis que je suis le pendant de Joseph, c'est-à-dire que moi, je vais vraiment m'occuper de vraiment toutes les campagnes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube aussi. Donc, il y a un peu une partie Google, puisque YouTube appartenant à Google, c'est sur cette plateforme qu'on fait la publicité. Mais voilà, donc moi, mon rôle, en fait, dans toute cette partie-là, c'est déjà d'établir la stratégie d'acquisition qu'on va mettre en place sur les réseaux sociaux, puisque là, on va vraiment avoir ce côté où on va devoir réfléchir à la fois au niveau technique, ce qu'on va faire, qui on va cibler, quel budget on va investir, quel type de contenu on va mettre en avant. Et donc là, du coup, on doit vraiment aussi réfléchir à cette partie conception, rédaction de publicité, puisqu'on doit pouvoir adapter les publicités en fonction des personnes qu'on va toucher. À côté, donc du coup, on a cette partie donc social media, vraiment management, où on va réfléchir à toute la stratégie de contenu, la partie copywriting, comment on va aller chercher de nouveaux prospects, comment on va mettre en avant notre offre à travers des stories, des contenus et tout ça. Et en fait, dans l'idée, on essaie de mélanger les deux pour qu'on ait à la fois un contenu de qualité qui va être diffusé dans le social media, au travers du compte Instagram, par exemple, et à côté, toute une partie publicitaire où on va mettre en avant différents contenus. Si ça va être une vidéo, ça va peut-être un carrousel de produits, ça va peut-être être un témoignage client. Le but étant vraiment de, un petit peu dans le sens où la personne ne connaît pas encore la marque,
et au travers du community, du contenu qui va être là pour un petit peu rassurer, pour qualifier les prospects, et la publicité pour répéter les messages, puisqu'on le sait, il n'y a que avec la répétition que les gens passent à l'achat, puisque voilà, les gens ont la mémoire courte, ils voient une fois une publicité, et si on ne revient pas un petit peu leur remontrer le produit, parce que même s'ils sont intéressés la première fois, ils ne vont pas faire un achat forcément dès la première visite. C'est un peu ce que tu disais, si on a un peu de chance, on fait venir des gens, et si on a un peu de chance, ils achètent. Et c'est un peu ça aussi le principe avec la publicité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type? Alors, la journée type, ça commence déjà, bon, pour ma part, donc moi je suis vraiment spécialisé sur la publicité, ça va être sur le tour des campagnes, donc on va s'assurer que toutes les campagnes qui tournent marchent, en tout cas tournent bien, sont correctement diffusées, que les résultats sont bons. Donc on s'assure juste de tout ce de toutes ces campagnes-là, qu'on a mis en place. S'il y a des actions d'optimisation, on va se les marquer, on va regarder, on va avoir des petits critères, des petits KPI qui vont être la petite lumière rouge et qui vont nous dire attention, là, il y a quelque chose qui commence à appuyer au niveau de la campagne, le coût d'acquisition a augmenté, ça coûte cher d'avoir une nouvelle vente, on n'est plus trop rentable, donc là, on commence à réfléchir, est-ce que ça va être une nouvelle publicité, est-ce qu'on va changer l'audience, voilà, on va réfléchir aux actions qui vont nous permettre d'essayer quelque chose de nouveau et de voir si du coup ça marche. Parce qu'on n'a pas la science infuse et donc on est tout le temps obligé de faire de nouvelles choses pour savoir si ça convient à l'audience qu'on touche, et de revenir et de renouer avec des résultats qui sont peut-être positifs ou même être au-dessus de notre investissement initial. Et est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Moi, je suis un peu là par hasard, dans le sens où j'ai une formation de vendeur et de commerce international. Donc, j'ai commencé voilà, donc, dans mes études dans ce milieu-là. Et un peu par hasard, je me suis mis dans le web marketing et la communication. J'ai fait un stage en agence de communication et ça m'a plu. Du coup, j'ai continué dans cette voie-là. Et donc, pour mon master, je l'ai fait en alternance dans une agence. Et là, en gros, quand j'ai eu le rendez-vous, ils m'ont dit nous, on a besoin de quelqu'un pour faire de la publicité sur Facebook. Est-ce que toi, tu sais le faire? Moi, je leur ai dit écoutez, j'en ai jamais fait à titre professionnel, mais je l'ai déjà vu, donc ça peut être intéressant. J'en ai fait, du coup, ils m'ont mis cette partie-là. Et ça m'a plu de suite, ce côté un petit peu. On se la joue un peu aux petits publicitaires, à Mad Men. Je ne sais pas si vous connaissez la série. C'est un peu ça, c'est-à-dire on boit des whisky, on fume au bureau. Non, c'est pareil. On fait des publicités, on réfléchit un petit peu au concept publicitaire qu'on va avoir. Et moi, ça me plaisait ce côté. À la fois, on va avoir la partie créative, on va mettre en place des choses, et la partie chiffres, puisqu'on va regarder les résultats. Donc, c'est beaucoup de tableaux croisés dynamiques, c'est beaucoup d'analyse, c'est d'interprétation des résultats, puisque les chiffres en eux-mêmes veulent rien dire, mais si on les croise avec d'autres résultats, on peut avoir beaucoup des interprétations. Et là, du coup, ça devient intéressant, puisqu'il y a un côté créatif et analyste, puisque stratège, où on doit analyser à chaque permanence un petit peu tout ce qui se passe. D'accord. Donc, les qualités requises pour faire ce métier, j'imagine que c'est curieux. De la curiosité, c'est effectivement, il faut toujours, comme on dit dans les métiers du digital, il faut toujours être en veille de ce qui est nouveau, de ce qui se fait, les tendances et tout ça. Donc, il y a toujours ce côté un peu curieux, ce côté vraiment un peu aussi créatif, parce que la technique dans ce métier-là a une importance, il faut savoir bien faire les choses. Mais on se rend compte que la partie création de contenu, la publicité qu'on va diffuser, le contenu en lui-même va être plus important aussi des fois que la technique. Parce qu'on se rend compte, des fois, il y a des clients, ils mettent en place des campagnes, ils le font, ils s'embêtent vraiment pas du tout dans le paramétrage. Mais comme la publicité est diffusée auprès de la bonne audience, ça va marcher. Alors que des fois, on a beau faire la meilleure campagne qu'il faut, et en fait, si le produit, l'offre ou la publicité en elle-même n'est pas bonne, on ne va pas avoir les résultats qui suivent. Donc, c'est toujours ce côté créatif, curieux, parce qu'il faut avoir les bonnes idées. Et après, un petit peu, il faut aimer les chiffres. Parce que bon, si on n'aime pas avoir la tête dans les tableaux Excel ou quoi pour faire des gros rapports, des reporting de résultats et tout ça, ça ne va pas intéresser forcément tout le monde. Mais il y a un peu être rigoureux, comme tout, organisé plus que rigoureux, organisé dans le sens où quand il y a beaucoup de campagnes, il faut être toujours à l'affût, il ne faut pas oublier une campagne, parce que si on ne la regarde pas pendant une semaine, on se rend compte une semaine après qu'il n'y a pas de résultat, donc on fait dans l'urgence, et tout ça. Comme d'habitude, en fait, pas de l'organisation comme partout. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote toi aussi à nous partager? Écoute, j'ai une petite anecdote, c'est une erreur de débutant que j'ai fait dans ma première année. C'était pour un producteur de vin dans le Bordelais qui vendait du coup son vin rouge. Donc nous, on était en charge de toute la partie communication et la publicité. Donc moi, c'était ma partie. Et on me dit, bon, mais il faut que tu fasses une publicité, tu as 50 € de budget, tu fais ça, tu mets juste en avant ce poste. Voilà, quelque chose de très classique, très facile. Je le fais.
Et voilà, je le lance, je me dis, bon, c'est que 50 €, c'est qu'une sponsorisation de poste, on va juste faire découvrir l'offre de Noël, voilà, quelque chose de très simple. Et puis je continue à mes occupations, et j'oublie la campagne, et je reviens que 15 jours après dessus, et je me suis rendu compte que j'avais pas mis le bon budget. J'avais pas mis 50 € de budget global, j'avais mis 50 € de budget quotidien. Et il faut savoir que quand on met en place une campagne, on vous le dit, mais c'est pareil, c'est un bouton à coucher. Et quand on va un peu vite, eh ben, on fait les choses et on oublie. Et en fait, ça s'est bien déroulé. Parce qu'en fait, encore une fois, c'était bien la bonne audience, la bonne publicité. Et ce client-là nous avait appelé quelques jours après en nous disant, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on fait que vendre. Ça marche du feu de Dieu. Et donc, nous, on était contents. Du coup, moi, je savais très bien que c'était ma connerie qui avait bien marché, mais au final, ça s'est bien déroulé. Il n'avait pas dépensé 50 €, il avait dépensé 500 €, voire même plus 750, qui n'était pas prévu. Mais comme il avait vendu beaucoup à côté, on lui a dit, bon, on a mis en place une nouvelle campagne, on a un peu arrondi les bords, et ça a bien marché. Donc voilà, la petite anecdote, quand on lance des campagnes, notamment au niveau du budget, soyez bien vigilants. Regardez toujours 2-3 fois que vous avez bien mis le bon budget, que ce ne soit pas quotidien, parce que j'ai des confrères qui ont déjà mis des budgets de 1 000 € quotidien. Je ne l'ai pas fait, parce que sinon je ne serais plus en train de parler ici. Je suis déjà mort, mais j'ai déjà une confrère à moi qui s'est trompée, qui avait 1 000 € de budget global et qui a mis 1 000 € de budget quotidien. Elle s'en a rendu compte 2 jours après. Donc elle avait dépensé 2 000 €, donc tout son budget en 2 jours, au lieu de 2 mois. Bien être vigilant. D'accord. Est-ce que tu as fait face à des préjugés par rapport à ton métier? Ouais, le préjugé que j'ai le plus, c'est de se dire que c'est difficile de faire de la publicité. J'ai beaucoup de gens qui ne veulent pas s'y mettre et qui ne veulent vraiment pas parce qu'il y a un aspect, ça leur paraît compliqué. Et en plus, ça, il y a l'aspect, on dépense de l'argent. Donc, du coup, quand c'est nos dépenses, notre argent, on est toujours un peu vigilant. La communication, on en fait tout sur Instagram, sur Facebook, on sait déjà comment le faire. Et puis, si on se loupe, on n'a pas mis en jeu 1 000 € par exemple de budget pub. Et donc, c'est toujours moins impressionnant et on va avoir tendance à peut-être plus se diriger sur l'aspect communication. Mais en fait, la publicité, c'est pas si difficile que ça. Effectivement, il faut avoir un budget à investir, à être prêt à le perdre, en tout cas. C'est un investissement, on n'est jamais sûr de sa réussite. Mais en fait, c'est toujours de la mise en place, c'est toujours en gros, c'est long, c'est pas difficile, mais ça va être long. Dans le sens, il faut toujours essayer de nouvelles choses, itérer, tester, analyser et optimiser à chaque fois. Et c'est ce process-là qui peut prendre du temps et qui peut rebuter certaines personnes. Ok. J'ai une question donc, pour Joseph et pour Paul. À votre avis, qu'est-ce qui change entre travailler en agence ou chez un annonceur au niveau du référencement? On commence par l'annonceur et je finis par agence. Ouais, du coup, je pense que ça. Enfin, moi, j'ai recruté des gens qui bossaient avant en agence. Et là, ils me disent, moi, ce que je cherche, c'est à travailler sur un projet et voir vraiment les résultats. Pardon, je te marche un Non, peu mais sur la tête. écoute, c'est complémentaire, continue. Mais du coup, je pense que c'est vraiment ça la différence entre avoir plein de petits dossiers et tu fais finalement dans ton temps imparti, qui est un peu chronométré souvent en agence, sur une verticale très précise, ce que tu peux faire sur un site sans voir vraiment le truc global, quoi. Donc ça, c'est l'agence, et sur un site, tu vas pouvoir casser les dents sur un site, parce que ça marche. Ouais. C'est un peu le même principe. Ouais. L'avantage en agence, effectivement, c'est que tu vois plein de projets différents. Donc, effectivement, là, en 5 ans d'expérience, j'ai vu plus d'une cinquantaine de projets de clients différents, des gros, nationaux, internationaux, des locaux. Donc, c'est vrai que pour ça, ça m'a amené une petite expérience. Mais le désavantage, c'est effectivement, c'est que tu en gères plusieurs. Donc, tu n'es jamais concentré sur un seul client. Et en général, ça dépend, mais ils sont très rares les clients qui te prennent à l'année. Donc, tu peux voir vraiment l'évolution quand tu travailles que sur la durée. Et des fois, les clients, oui, ça va être sur des petites missions de 3 à 6 mois et pas plus. Donc, des fois, on fait le maximum dans ce temps imparti, mais on ne va pas voir vraiment la différence sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vrai que peut-être pour apprendre sur un levier, Google, Facebook, etc., en agence, je pense que tu apprends. Ouais, parce que mais au moins, tu te casses les mains avec le budget des autres. Donc, c'est bien, tu vois. Et je pense que c'est une bonne première expérience quoi, pour un traffic manager, par exemple. En agence, quelques années en agence et après en entreprise, franchement, tu es à l'aise. Parce que j'ai fait que ça, moi, pendant 1 an en agence, j'ai fait que du Facebook Ads. C'est aussi l'avantage en agence. Alors, ça dépend dans les grosses structures où tu as plus un spot spécialisé. Mais en PME, en général, tu fais un peu tout. Et là, en agence, en fait, tu es payé pour faire que ton métier. Et donc, tu fais ça toute l'année. Au moins, tu progresses plus vite. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as un exemple concret de mission que tu as pu réaliser qui peut être partagé à tout le monde?
Ouais, j'ai un exemple, une entreprise qui est interne à la mêlée, c'est Perform. Donc voilà, le fameux, je le reprends parce qu'en plus c'est e-commerce, donc c'est très bien. Nous, ce qu'on avait fait, on a mis en place tout un plan publicitaire où, on le savait avec les réseaux sociaux, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut aller chercher très précisément la cible qu'on veut toucher. Donc du coup, on a mis, donc là, c'est des compléments alimentaires pour les sportifs à base de phycocyanine et tout ça, donc c'est un produit naturel. Euh, et donc du coup, au lieu d'aller chercher les sportifs en termes général, on s'est ciblé des segments. On s'est dit, bon, on ne va pas chercher tous les sportifs, on va dire qui peut être intéressé par notre produit parmi la gamme parmi la cible des sportifs. Et donc, on a commencé à dire qu'il y a les cyclistes, il y a les running, il va y avoir les gens qui font du yoga, les gens qui vont être plus de bien-être, l'alimentation. Et en fait, pour chacun de ces segments-là, on a réfléchi à des publicités qui vont vraiment s'adresser à eux. Donc, par exemple, pour les cyclistes, on a dit, bon, on va rédiger un article qui va être diffusé en publicité, mais un article qui va faire venir ces cyclistes et on va adresser le contenu à des cyclistes. Comment récupérer après une séance de vélo, par exemple. Comme ça. Après, toutes les publicités qu'on mettait en place pour présenter le produit, ça mettait aussi en avant un cycliste. Donc, on voyait un mec qui buvait sa boisson, il avait son vélo à côté, ou alors on voyait un mec qui faisait en train de faire du vélo avec sa gourde pas loin. Le but, c'est qu'en fait, on voulait que la personne qui voit la publicité se sente concernée. Et si on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Donc là, le but, c'est d'aller chercher les cyclistes, donc on concentre notre diffusion sur eux. Et en fait, on a vu des meilleurs résultats que simplement en allant chercher tout le monde. Et parce que les gens se sentaient moins concernés, ils cliquaient moins. Et comme on a moins de trafic sur le site, et bien, forcément, on a moins de ventes sur la durée. Donc plus on a de trafic, plus on a potentiellement de chances d'avoir des ventes. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Paul? Juste les produits pour lesquels vous faites la publicité, souvent c'est quoi? Je sais plus si j'ai peut-être. Alors nous, on agit un petit peu comme un intermédiaire, un peu comme une agence. On va aller, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont une problématique, soit en rapport de leur compte Instagram, par exemple, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits via Instagram, ou alors des problématiques parce qu'ils voudraient se mettre dans la publicité, mais ils n'y arrivent pas. Et donc nous, on arrive en fait en tant que, on va les accompagner sur ces projets-là, sur cette problématique, soit en les formant, soit en les conseillant, soit en le mettant directement tout en place. Et après, on les forme un petit peu pour qu'ils prennent la main sur la durée. Mais voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des prestataires de services qui vont venir, des e-commerce, on va avoir toute catégorie d'activités qui viennent. Merci. Marion, du coup, tu vas nous parler de ton métier de UX designer. Ouais, Voilà. consultante stratégie digitale et UX, donc expérience utilisateur. Alors, il y a, je pense, un petit quiproquo qui peut se passer avec l'association de designers. Alors, l'aspect d'habillage et la partie design qui est graphique, c'est l'UI, en fait. Et l'UX, c'est le cran avant. Donc, on va réfléchir à la modélisation. Donc, on va travailler sur des templates, des wireframes, pour dire, on va hiérarchiser, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu pour que l'expérience soit totale. Donc, c'est un métier qui vient en interface, qui est assez, je dirais pas nouveau, mais on n'en parlait pas beaucoup. Moi, j'étais alors pour le parcours, parce qu'il n'y a pas de diplôme, même s'il y a des formations aujourd'hui. À la base, je suis directrice artistique web. Je travaillais chez Aurore SCG, donc sur des gros comptes comme Peugeot, des sites Peugeot, Coca-Cola. Voilà. Et en fait, j'étais pas la plus créative de l'équipe. On venait me chercher parce que c'était la plus psychorigide. J'aimais les sites industriels où il fallait absolument trouver en quelques clics pour amener les choses, voilà, pour que ça soit efficace. Et donc, j'ai été reconnue pour ça, donc pas pour le côté créatif, frustrant, mais pour le côté efficace. Et puis, voilà, en arrivant sur Toulouse, freelance, et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le métier de graphiste qui me plaisait. Il y en avait plein d'autres qui étaient vachement plus doués que moi, mais c'était le côté vision globale, donc prendre du recul. Donc monter les équipes, comprendre ce qu'attendait finalement le client et réfléchir avec lui à la construction. Alors toujours dans le web, depuis 99 quand j'ai vu Internet. Voilà, et puis de fil en aiguille, on m'a proposé de structurer un pôle web dans une agence locale, une belle agence de communication. Et puis après, j'ai fondé il y a 15 ans une société spécialisée dans les réseaux sociaux. Alors à l'époque, c'était un peu novateur. Ah ouais, carrément. Alors, relation d'influence avec les blogueurs aussi. Très chouette. Et puis, pour des histoires de. Voilà, quand on s'associe, des fois, ça aboutit pas forcément là. Et puis, des fois aussi, on voit sa propre société vous échapper. Donc, voilà. Et donc, il y a 4 ans, j'ai pris la décision de partir. Donc, je me suis mise à mon compte. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est quoi mon métier? Je fais quoi? Voilà. UX, j'ai vu une formation à Paris
sur l'UX design, donc plutôt le design thinking et l'UX. Voilà, j'ai fait la formation. Donc à l'époque, on commençait à en parler. Et puis, dans la formation, alors pour l'anecdote un peu sympathique, j'avais 2 personnes de chez Orange qui se formaient, qui étaient responsables de projet de développement de portail et qui se formaient pour être plus à l'aise sur le sujet. Donc, j'ai bossé, puis je me suis rendu compte pendant les 2-3 jours de formation qu'en fait, je faisais ce métier depuis des années. Parce que je réfléchissais à la conception, à toute l'expérience qu'il pouvait avoir au-delà même du site ou de la boutique en ligne, c'est-à-dire tout cet écosystème digital qui était là, comment il pouvait s'enrichir, c'est ce qu'on pouvait apporter à l'utilisateur. Et je me suis dit, mais en fait, je fais ça depuis des années, mais je n'avais jamais mis d'étiquette sur mon métier. Donc, c'est super parce que je suis repartie avec un nom, un métier. Et par contre, avec une vraie problématique, c'est que c'est invendable en province. C'était la conclusion. On s'est dit, mais personne va acheter ça. Donc, j'avais même mes clients. Donc, eux, acheter, ils savaient, parce que ça faisait des années que je. Mais pour aller dire, bonjour, je suis X, je vais réfléchir avec vous à la restructuration de votre boutique, de votre site. Oui, mais non, il est déjà fait, il fonctionne bien. Ah bon? Du coup, j'ai gardé contact avec ces 2 chefs de projet chez Orange et elles avaient un portail à faire et elles m'ont invitée sur une session de travail parce que chez Orange, ils ont leurs propres agences digitales et avec leurs propres experts UX. Et elle me dit, écoute Marion, si tu veux venir et te frotter un petit peu, on te fait une partie, tu vas piloter une petite partie, voilà. Et en fait, je me suis tellement trouvée à l'aise dans le sujet que j'ai débordé en respectant l'intervenant. Et à la fin de la session, elles m'ont dit, tu sais que tu es 2 fois plus légitime que la personne qui fait partie, tu repars et tu fais. Parce que la réalité, c'est que je suis repartie en province, que ça ne s'est pas fait et que passé par là. Et qu'en fait, il y a eu, mais vous l'avez tous vu, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et le Covid a eu un effet bénéfique, vous pouvez en trouver quand même, c'est que en fait, ça a propulsé les gens vers la digitalisation, la transformation numérique. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas présents ou pas bien présents, elles sont devenus présents. Ceux qui étaient déjà présents et avaient un bon cap et un bon rythme doivent être encore plus présents et encore plus actifs. Et là, d'un seul coup, en fait, je fais des audits UX régulièrement. J'ai beaucoup de clients là-dessus qui viennent parce que la réalité, c'est que tout le monde a fait des sites, on s'est précipité à faire des sites qui ne fonctionnent pas forcément très très bien. Et on n'a pas pris le temps à penser à l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est pas que de visiteurs, l'internaute. C'est aussi les personnes qui l'administrent. C'est aussi les personnes qui vivent avec ce site. C'est un véritable outil. Et en fait, on co-construit, on doit le co-construire tous. Et moi aussi. Le développeur aussi, le graphiste. Donc, c'est de la co-construction et c'est hyper intéressant parce que c'est du travail collectif. Et c'est ça qui est le plus riche. Mais par contre, il faut trouver le bon levier et la bonne personne pour piloter. Donc, c'est ce que je fais. Je vais caser l'anecdote, le parcours, tout qui. Qu'est-ce qui manque? C'est ce que j'étais en train de me dire. Là, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? Moi, une remarque, juste son rôle, il est essentiel. Ah oui. Comme tu dis, on ne sait pas forcément dans les structures, notamment les PE, mettre un nom sur ces compétences-là. Mais sans ces compétences-là, en fait, tu travailles en silo et tu travailles mal. C'est ça. C'est une différence en fait, on a réfléchi vite. Au moment où on l'a appliqué, on a vraiment vu un changement. C'est hyper intéressant et d'autant plus que ça déborde. Enfin, moi, je me retrouve sur des sujets parce que l'écosystème digital ne peut exister qu'avec les autres leviers. Et comme vous pratiquez, mais comme sur les réseaux sociaux, on apprend à bien connaître les utilisateurs. Et en les connaissant bien, vous arrivez à les retransposer sur d'autres sujets et donc d'autres supports. Et je me suis retrouvée comme ça à faire du conseil sur de crowdfunding, donc du financement, parce que j'étais hyper à l'aise avec le sujet et les utilisateurs. Donc ça vous propulse sur plein de choses. C'est très enrichissant. J'ai vendu mon métier. Je pense que ce qui est très important aussi là de souligner, c'est le back-office. Parce que c'est vrai que sur un e-commerce, il y a des trucs qu'on fait 10 fois par jour et il n'y a pas le choix. Il faut les faire 10 fois par jour. Avoir un back-office un peu foireux, ça peut coûter cher. Et je pense que c'est ça qui fait un peu que Shopify est si répandu. C'est bien fait. Les gens sont à l'aise. Tout le monde peut ou peut. Ça, mais je pense que c'est vraiment très important.
On va rendre fou tout le monde, sinon, évidemment, tout le monde explose, quoi. Et avant, on ne prenait pas en compte les retours des webmasters qui disaient mais ça, c'est ingérable, ça, je ne comprends Ouais. pas. Et en fait, on les laissait de côté. Là, c'est bon. Alors, si la partie design thinking, moi, j'en fais un peu, mais je trouve que c'est long et c'est laborieux. Moi, j'aide à digérer, en fait, les annonceurs en prenant en compte les différents sujets. C'est des formes d'interview, en prenant en compte. Et parce que je pratique aussi, donc j'arrive à voir l'analyse. Alors, un truc qu'on a oublié, c'est quelle qualité pour ce métier? C'est de l'agilité. C'est de l'agilité et puis d'avoir aussi une forme d'empathie. C'est être capable, c'est un jeu de rôle, c'est être capable de se mettre à la place des autres. Mais c'est pas que l'internaute, c'est d'être le gars qui va être derrière. Je dois mettre à jour mes produits, c'est chiant, j'y passe une demi-heure et je déteste. Et ben là, il faut lui trouver de la fluidité, de la simplicité, parce que s'il va vite, il pourra produire plus et puis prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Et donc, au résultat final, ça sera beaucoup bénéfique pour la structure, enfin voilà, pour tout. Voilà. Alors, on avait une question. Juste, en fait, vous êtes spécialisé sur un type de plateforme ou pour les apps pour le web? Ouais, non, alors, les La applications, vidéo, c'est intéressant, c'est un vrai sujet. Parce que moi, j'ai travaillé très longtemps à l'étranger Et oui. Alors, l'idée peut-être appli, app et web. alors, pour nous, aujourd'hui, sur le marché français, on devrait avoir la spécialité, enfin, c'est un vrai sujet. Mais là, c'est là où je vais chercher, moi, plutôt des UI, des designers. C'est-à-dire que la conception, quand vous avez la logique, la fluidité dans le parcours utilisateur, alors sur du commerce, ça va être le tunnel de vente, mais ça, on doit l'appliquer à l'application. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous concevez un site web, vous le concevez pour les smartphones, presque dans une logique d'application. Et là, j'ai un client, c'est un acteur, alors sur Paris, un gros acteur de la formation, jeune et adulte. Et c'est marrant parce qu'on m'a recommandé, chez eux, ils ont intégré tout ce qui est développement, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, mais ils n'avaient pas cette couche-là. Mais ils sentaient que ça n'allait pas, ils faisaient faire des super designers, des designs qui étaient super, des identités géniales, mais ça pêchait, ils n'arrivaient pas à dépasser un cap. Et bon, j'ai ma graphiste qui est super, qui a une illustratrice qui a une assez bonne renommée. Ils viennent la chercher pour dire on va refaire un design. Et en fait, elle leur dit mais je trouve que c'est pas mal, donc vous avez besoin d'une couche au-dessus. Et donc je collabore avec eux depuis la fin d'année. Donc j'ai fait des audits de leurs 2 sites, ils en ont encore parce qu'ils en ont plein. Et en fait là, je suis en récurrence avec eux pour constamment voir avec eux des sujets, les aider sur les designers qui interviennent, donc designer UI, mais réfléchir parce qu'il y a l'UX writing qui est génial, j'adore. C'est l'expérience utilisateur passe par les mots aussi. C'est pas que le visuel, c'est pas que le parcours, c'est pas que l'ergonomie, c'est les mots. Et l'UX writing, c'est juste hyper intéressant et on a peu de temps, donc vos mots doivent être efficaces. Voilà. Et donc là-dessus, je les aide aussi. Ça répond un peu. Voilà. Très bien. Merci à tous de vos interventions. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser, ou alors si vous voulez les poser après, il y aura un petit temps d'échange. Dans le chat, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez les poser maintenant ou plus tard. On est encore ensemble jusqu'à 20h à peu près. On va écouter maintenant Yvan Lavarec. Là, Je crois que tu disais le fast d'abord. et... Alors, est-ce que Yvan est avec nous? Non, ouais, je pense que. J'ai même le micro allumé, je suis prêt. Super. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour Yvan. Bonjour. C'est spontané, vous avez une trame de discussion? Ça y est, vous êtes à l'écran, ça y est. Oui, je le vois derrière. Ouais, ça va être. J'ai un petit temps de décalage. Merci de nous rejoindre. N'hésitez pas, ou Jean-Luc, si tu veux intervenir aussi, si tu nous entends. Je vais peut-être rapidement présenter Yvan Lavarec, puisque finalement, on s'est connus dans une autre vie quand on a croisé des activités d'édition logicielle spécialisée e-commerce, web marketing, tous les deux en parallèle et en même temps. On s'est connus aussi dans des réseaux professionnels, bref. Et c'est intéressant que Yvan puisse témoigner ce soir
tout son parcours d'abord, mais aussi de son expérience avec la formation chef de projet e-commerce, puisque lui-même, il a embauché, je sais pas, une demi-douzaine, Yvan, de chefs de projet On va les e-commerce. compter. J'ai le Donc, post-it. J'ai tout ce qu'il faut. voilà. Donc, sur les plus de 1000 personnes qui sont déjà formées, comme je disais tout à l'heure, bah, il y en a déjà une partie qui est chez Yvan. Donc, voilà. Je vais te laisser la parole, Yvan, pour que tu nous racontes ça. Je pense que le mieux, c'est pour croiser un peu avec ce qui vient d'être dit et que j'ai trouvé fort intéressant, d'ailleurs, sur les témoignages des différents métiers qui croisent, Ouais, qui ouais, recouvrent finalement chef de projet e-commerce. clairement. Qu'on soit effectivement en agence ou qu'on soit chez l'annonceur, il y a des choses qui sont communes. Et oui, j'ai adoré la première remarque, la première des qualités. Il faut être curieux, c'est clair, pour faire ce métier-là. C'est la première des qualités, il faut être curieux, je suis d'accord avec ça. C'est tout le moteur, à mon avis. Hein. Si on est curieux, ça va suivre tout seul derrière, c'est évident. Bon, Yvan, je te laisse parler, je te laisse raconter un petit peu ton parcours avec ce... Alors, on doit commencer par soi dans ce genre d'exercice. Donc, je m'appelle Yvan Lavarette, je co-dirige chravenue.com. On a aussi un deuxième petit site qui s'appelle boulevarddespros.com, un peu plus petit, plus modeste. Nous vendons du matériel de cuisine professionnel. On vend à distance ce genre de matériel. On insiste là-dessus puisque à peu près la moitié de l'activité passe par de la vente en ligne, directe et spontanée, et l'autre moitié dans les mains de commerciaux sédentaires en télévente. Tout le temps basé sur de l'appel entrant, notre prospecteur étant le trafic. Globalement. D'où je viens, j'ai 55 ans, je vis dans le Morbihan, tout près de chez Jean-Luc, et je travaille à Nantes, un peu plus loin, là où sont basées les entreprises. Mon parcours, c'est... allez, je vais passer les 2-3 premières expériences, sinon on va remonter au temps des dinosaures quand même, donc c'est pas bon. J'ai passé 23 ans chez un intégrateur de RP dans l'IT, dans le dur de l'informatique, comme on dit. Et j'ai quitté cette entreprise-là pour chercher à racheter une agence web. Et Jean-Luc Brissier en vendait une. Donc, c'est là où... Alors, on se connaissait avant, hein, puisqu'on fréquentait le centre des jeunes dirigeants tous les deux ensemble. Et c'est là où on tisse nos réseaux de dirigeants. On était à l'époque sans doute un petit peu plus garni au niveau cheveux et un peu plus jeune en termes d'âge. T'as le micro coupé. Mais surtout moi. Et voilà, donc cette aventure s'est faite là ensemble. On a appris à se connaître. Jean-Luc a alors conservé son activité d'entreprise de formation et j'ai racheté avec un associé l'activité d'intégrateur e-commerce au sens large, et avec surtout, enfin aussi un travail d'édition de CMS e-commerce. Le temps a passé. Vous parliez tout à l'heure d'associations. Il y a ça d'une part, et puis de belles rencontres aussi d'autre part. Finalement, au bout de 4 ou 5 ans de cette activité de co-dirigeant de cette agence e-commerce, j'ai transfugé chez l'annonceur. Du coup, ça s'appelle comme ça dans le monde du web, chez le client final plutôt pour plus largement étendre. Et me voilà arrivé chez CHR Avenue pour non seulement porter l'activité digitale, mais co-diriger avec Eric, qui est à 2 mètres de moi, ici à droite, cette entreprise. On est 20 personnes aujourd'hui. Via nos sites et nos ventes à distance, la surface, c'est entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Allez, on doit être quelque chose comme sur le podium en France sur cette activité-là. C'est vraiment une niche, c'est particulier. Est-ce que ça va? Ouais, c'est très difficile, c'est parfois euphorisant, c'est parfois très difficile. Il ne vous a pas échappé, vous parliez du Covid tout à l'heure, que nous vendons du matériel à des restaurants. Donc, lorsque les gouvernements ferment l'intégralité de vos clients du jour au lendemain, on a traversé quelques périodes un peu compliquées quand même, évidemment, mais nous avons un chouette pays pour protéger nos entreprises, les mettre sous cloche ou en hibernation quelque temps et sortir de ces crises un peu bizarres. Alors, faut-il internaliser ou acheter chez des prestataires une prestation quelconque ou un site ou je ne sais quoi? Les deux, tout le temps les deux. L'expérience que j'ai vécue chez l'agence web ou chez mon agence web m'a montré que je vais avoir du mal, mais ce n'est pas ma posture à moi, à confier des actifs stratégiques
à une agence et je vais tenter d'internaliser le plus possible tout ce qui est critique. Je ne vous ai pas attrapé dans votre prénom quand vous parliez tout à l'heure de votre agence chez La Mêlée, là, mais j'ai du coup maintenant du mal à confier un budget ads à un prestataire externe. On parlera de ça tout à l'heure. L'équipe que j'ai reconstruite en interne, du coup, elle est composée de aujourd'hui 7 personnes sur les 20 dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'équipe digitale, j'entends, qui est en charge tant de l'informatique que de l'activité web. Et cette équipe numérique, cette équipe digitale, a en charge l'animation du site, les animations commerciales, les projets évidemment, mais la gestion du site ou finalement la vie 360 d'un site marchand. Et j'ai trouvé, et c'est là où on se rejoint avec Jean-Luc, j'ai trouvé dans la formation ex-animateur e-commerce et depuis chef de projet e-commerce, puisqu'elle a agrandi aussi cette formation, elle a également élevé son niveau. J'ai trouvé dans cette formation, alors déjà pour, pour l'avoir vécu dans sa première promo, AEC 1, puisque ma propre épouse avait fait cette formation dans la première année, en 2008 précisément. Et j'ai trouvé avec son évolution, et encore toujours aujourd'hui, dans cette formation, une parfaite, je ne sais pas, mais une très grande corrélation entre le besoin que ce genre de boîte comme la nôtre maintenant a et les profils que Jean-Luc et son équipe fabriquent. Le rythme de cette formation est basé sur un an. Pendant 3-4 mois, il y a un fort rapport théorique et finalement, même si c'est une alternance, il n'y en a qu'une seule, pour faire court. Une grosse période d'apport théorique et puis de 3-4 mois et le reste de l'année dans l'entreprise. Même si on libère de temps en temps notre alternant pour retourner en journée projet et en finalisation de son mémoire et quelques modules qui restent dilués au reste de l'année. Ce rythme-là est assez bénéfique pour les entreprises également, puisque l'apport théorique se veut idéal pour décoller. Néanmoins, cette formation est alors un 360 du métier pour porter une animation e-commerce et des projets e-commerce, y compris des projets de refonte ou de refondation. C'est ce qui nous arrive ces temps-ci. Ça reste sur une année, et donc 3-4 mois au départ, une découverte pour certains, puisque les profils qui sont embauchés par les entreprises et mis en alternance avec Format West sont parfois des profils qui ne sont pas forcément numériques au départ, mais c'est ça qui est intéressant dans l'agilité et dans la curiosité. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ça reste parfois sur certains modules un certain survol, et s'il n'y a pas chez l'alternant une énorme curiosité, une énorme capacité de travail à creuser les sujets, ce ne sera pas super vertueux, in fine. Donc, il est aussi de la responsabilité de l'entreprise et du tuteur, que je suis ou ma bras droit dans l'équipe, de venir coacher, accompagner pour que chacun des sujets soit approfondi. Mais c'est bénéfique pour tout le monde, évidemment, pour les 3 parties prenantes. Il y a forcément une forme d'hystérésis avec Format West pour que cette formation soit améliorée et toujours tunée, adaptée aux besoins qui évoluent forcément. Pour l'alternante ou l'alternance, c'est aussi forcément enrichissant et je suis convaincu que l'entreprise dans une alternance est également apporteur pédagogique. Mais encore faut-il que tous les tuteurs remplissent ce rôle-là. Et in fine, c'est bénéfique pour nous puisque allez, dans le deal, il y a le fait de vivre chez nous et d'accroître son profil, mais également en échange de donner son énergie, son temps et sa compétence grandissante. Sur un malentendu, j'adore toujours cette phrase, on n'est pas à l'abri de s'intéresser à des profils qu'on voit pour les pérenniser. Et du coup, je vois Jean-Luc sourire. Dans les personnes qui composent l'équipe, donc Sarah, la bras droit dont je vous parlais tout à l'heure, Sarah, je l'ai croisée à l'époque alors que j'étais juré aux côtés de Jean-Luc sur la phase de soutenance. Et quand j'ai vu Sarah soutenir devant moi, je dis, j'ai pas de job, j'ai pas de budget, j'en sais rien, mais de toute façon, elle, je peux pas la laisser filer.
je vais lui trouver quelque chose, on va s'entendre, on va voir. Et elle a fait d'abord un check SEO chez nous, et puis je lui ai présenté quelques ads. Je lui ai demandé de se certifier sur Google Ads, chose qu'elle a faite dans la foulée. Ça lui a pris 3 semaines. Je dis voilà, OK, elle, il faut qu'on bosse ensemble. Donc elle est toujours chez nous, ça fait combien de temps 5 ans, 6 ans maintenant. Et finalement, quand on compte les personnes qui sont passées et les personnes qui sont encore ici, tous sont finalement passés chez Forma West, soit avec ex-animateur e-commerce ou dorénavant chef de projet e-commerce. J'ai 3 titulaires pour l'instant, et les 3 autres sont 2 alternants qui ont fait chef de projet e-commerce et qui ont souhaité continuer sur un master. Donc, on les a gardés en alternance master. Et une 6e personne, si vous comptez bien, un 3 plus ces deux-là, 5, et une 6e personne qui est un alternant chef de projet e-commerce chez Forma West, qui vient de recommencer son... Voilà, et on accompagne, c'est un vrai tremplin pour eux et pour nous. C'est chouette de voir des nouveaux profils et de l'enrichissement de l'équipe aussi par les apports externes. Merci beaucoup, Yvan. Voilà. Est-ce que, pour ton témoignage, est-ce que Jean-Luc, tu veux dire un petit mot du coup, toujours à distance? Ouais, bah enfin, un petit mot, je vais essayer d'être court parce que je pense que vous avez un apéro après, non? C'est pas ça? Il n'y a pas Stone Curious, il y a l'apéro. Non, je vais essayer d'être court. Ce qu'a dit Yvan est intéressant et élogieux, évidemment, pour la formation. Sinon, on ne l'aurait pas invité, évidemment. Oui, mais je n'ai pas Mais l'habitude de pas dire ce que je pense. général, Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ouais, bon, moi, je peux juste rappeler peut-être aux gens qui sont là, aux jeunes qui sont là, que on est un peu particulier dans le panorama des écoles et des organismes de formation ou même des universités, hein, puisque ce qu'on n'a peut-être pas raconté, c'est que finalement tout ça, c'est né d'une première expérience où on avait créé la première licence pro e-commerce en France, hein, il y a déjà plus de 20 ans, donc l'e-commerce, c'est vieux, hein, finalement. Hein. Et puis finalement, en partant de ça, on s'est dit, ouais, il y a peut-être autre chose à faire que ce format universitaire qui est quand même très théorique. Et nos entreprises partenaires, comme celle d'Yvan, nous disaient déjà, bah ouais, mais nous, ce qui nous manque, c'est cette dimension opérationnelle. Et il nous faut des compétences qui soient plus opérationnelles. Voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait, le truc. C'est comme ça que c'est parti. Et aujourd'hui, c'est notre créneau, c'est clairement notre créneau. C'est celui de ce positionnement où, certes, comme disait Yvan, c'est généraliste, c'est transverse, on touche un peu à tout, on est à 360, on manie à peu près tous les leviers, mais web marketing, mais on le fait avec les mains dans le cambouis, si j'ose dire, jusqu'au bout. Et finalement, ce qui est intéressant, finalement, c'est que les gens, ils ont une compétence opérationnelle. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur les plus de 1000 personnes qu'on a formées déjà, il y en a plus de la moitié qui étaient déjà Bac+5 quand ils sont rentrés dans le cursus. Juste pour illustrer ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement les gens ils viennent chercher cette dimension opérationnelle qui leur a manqué, que leurs masters divers et variés n'auront pas su leur apporter autant que les recruteurs sont en attente lorsqu'ils disent mais au fait vous savez faire quoi vous en vrai et là il y a des fois des grands blancs. Donc voilà, donc, nous on essaie de se positionner là, on le fait humblement, hein, on le fait avec un état d'esprit, on le fait avec un esprit start-up, comme il était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye d'être aussi dans le mode collaboratif, parce que quand il y a 12 personnes en salle, il va y avoir 12 cerveaux qui vont se pencher sur chacune des problématiques de chacune des boîtes partenaires. Et voilà, ce qui nous caractérise, c'est que finalement, on bosse en même temps qu'on apprend et que finalement, on travaille pour les cas des entreprises avec lesquelles on est. Et c'est ça qui excite un peu tout le monde, et y compris d'ailleurs nos intervenants qui sont joyeux finalement, parce qu'ils ont des vrais cas à se mettre sous la dent, et ça, c'est quand même super intéressant. Voilà. On aime bien aussi dans un petit, et puis j'arrêterai là, sur un peu secret de notre recette, c'est que on aime bien la diversité. Hein. Quand on recrute les gens, si c'est possible pour nous, on va essayer de mettre dans un même groupe des gens qui sont soit d'origine commerce, soit d'origine marketing tradi, soit d'origine com, et puis aussi qui soient de tous les âges. Le transgénérationnel, on adore ça. Parce que bien dans une entreprise également, cher Jean-Luc, ouais, finalement, cette diversité, à vrai dire. Si on la reproduit dans l'entreprise, on crée de la valeur. Bien sûr, bien sûr. Mais Et hashtag CJD. pour accélérer les processus d'appropriation, c'est aussi
c'est aussi déclencheur en fait, parce que finalement, notre formation est un tout petit peu réputée de dense quand même, hein. Les 3 mois dont tu parles, qui sont le bootcamp de départ là, faut se les avaler quand même, parce que c'est à chaque fois des spécialistes, consultants, sujet par sujet qui vous envoient toute la sauce pendant 2 jours sur Google Ads par exemple, et puis ensuite on passe à autre chose, et tout ça comme ça pendant 3 mois d'affilée. Il faut être en forme quand même pour encaisser ça. Mais je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que finalement, au bout du bout, on a une vraie valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont en place, qui à leur tour d'ailleurs embauchent des alternants ou des stagiaires chefs de projet e-commerce, c'est que finalement ça fonctionne pas trop mal. Voilà, bon. Merci Jean-Luc. Il n'y a pas de quoi. Merci Yvan également. Plaisir. Avec témoignage. Alors, on va passer maintenant au Fast and Curious pour finir sur une couche un petit peu légère. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous poser des questions. Vous aurez donc sur le Fast and Curious 2 choix. Vous répondez du tac au tac. Voilà, donc on va commencer chacun votre tour ou alors. Non, je vois si... non, chacun son tour. Comme vous voulez, ouais. Bon. Ça dépend de la question. Bon, alors, bon, je lance la première question et puis on verra. Plutôt marketplace ou propriétaire? Ah, Propriétaire. allez, on se lance. Marketplace, c'est plus facile. Marketplace. Marion, marketplace aussi. Ok, donc il y a deux camps. Plutôt Je vais oser répondre marketplace, je vais étayer la réponse parce que propriétaire, parce que marketplace, le fonds de commerce ne vous appartient in fine pas. Ce ne sont pas vos clients, ce sont que vos ventes, et pas vos clients. Vous ne générez donc pas de fonds de commerce. Vous ne créez donc pas de valeur d'entreprise. Alors, à la revente, l'entreprise, que vaut-elle? Il y a moins de survivants en marketplace. Ouais. Alors, par contre, le hold-up, ça peut marcher. En même temps, la quantité de marge redistribuée à la marketplace est grande. Pour réflexion. Plutôt Instagram ou LinkedIn? Ouais, c'est ça. Et plutôt SEO ou SEA? SEO. SEA. Bon, ça, je Pas les œufs dans le même panier, mix. J'ai rallumé. Pas tous les œufs dans le même panier, mix. Ça dépend beaucoup du panier moyen, à vrai dire, puisque certaines ventes de produits ne peuvent pas supporter du SIA puisque les ratios de perf ne sont pas atteints et la quantité d'acquisition de trafic ne couvre pas ou n'est pas couvert par la marge. On doit choisir. Mais il y a, enfin, pour appuyer ça aussi, il y a certains secteurs. Là, plus récemment, je travaille dans le CPD. SEA, c'est mort. Ouais. Ah oui, oui. On peut appuyer aussi, en général, mais je fais du test. Voilà. Donc, ça dépend du marché. Ouais. Je pense que le SEA apporte un peu plus de stabilité aussi. On choisit sa cible et on choisit son champ sémantique. Absolument. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Mais oui, mais ça dépend. Mais on va répondre ça. Mais s'il faut choisir. Vos avis personnels à chaque fois. Plutôt Amazon ou dans ta zone? Dans ta zone. Plutôt PC ou Mac? Mac. Mac. Je crois qu'on- Plutôt salarié ou entrepreneur? Salarié. J'aime bien les deux, j'aime bien la dire. Entrepreneur, en fait. Sans entrepreneur, pas de salarié. Sans salarié, pas d'entreprise et l'entrepreneur ne vit pas. Plutôt chatbot ou service client? Chatbot, parce que c'est amusant de paramétrer. Service client. Service client. Plutôt mêlée numérique 2022 ou nuit des réseaux 2022? Mais les numériques pour l'apéro le jeudi soir. Ce sera le 26 septembre, voilà. Démarrage de l'épidémie numérique 2022. Plutôt livraison à domicile ou click and collect? Click and collect. Ouais. Plutôt travail. Ça va, pardon, encore une fois, ça va dépendre des marchés. J'ai l'air malin quand je livre un fourneau de 800 kg en click and collect. Avec un vélo, ça peut marcher, mais. Et donc plutôt travail ou télétravail? Ah oui, c'est deux.
Ah ouais, là aussi. Ouais, pareil. La meilleure formule, c'est Moulinoche. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous avez une recommandation à me faire, que ce soit un livre, un podcast, série, un film, pas forcément dans le domaine du e-commerce, quelque chose que vous voudriez partager Eh ben, après l'apéro, vous avez un super vernissage au quartier Arnaud Bernard où il y a une galerie de stylos qui essaye d'insuffler de ce quartier, comme beaucoup d'autres commerçants, de la culture, de l'enrichissement. Donc voilà, c'est une céramiste qui nous D'accord. appellera. Voilà, si vous avez un petit moment après. Aussi. Voilà. C'est donc Arnaud Bernard. Une personne, enfin, Vas-y. une personne, Maud Sarda, qui a digitalisé Emmaüs D'accord. et créé une plateforme en fait numérique sur laquelle les produits Emmaüs en fait, sont proposés maintenant au plus grand nombre et qui a créé aussi une école d'insertion par le numérique. Donc c'est vraiment une personne à suivre. Maud Sarda, S-A-R-D-A. Maud Sarda. Podcast, Le Panier, qui est vraiment excellent. D'accord. Donc, bon, ça, c'est accessible à tous, gratuit, etc. Et en formation, et par contre, celle-là, elle est payante, ça s'appelle Reforge. D'accord. J'en ai fait pas mal des formations et c'est clairement la meilleure formation marketing pour le coup. Elle est payante, un peu chère, mais bon, pour quelqu'un qui veut se casser les dents dessus, c'est vite un Et moi, si une personne voudrait se lancer, ou en tout cas s'intéresser un peu plus à la publicité en ligne, style social media, il y a un excellent podcast qui s'appelle Social Selling de J7 Media. Et en gros, c'est un mec qui lance plein de campagnes. Et à chaque fois, il fait un retour sur ce qu'il a fait, les tests qu'il a pu faire, ce qu'il a pu mener, les analyses et tout. Et c'est vachement intéressant puisque ça donne plein de petites idées qu'on peut reproduire après pour ses propres campagnes. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir présenté vos métiers. Merci également à nos intervenants à distance. Et pour ceux qui sont en ligne, je vous souhaite une très bonne soirée.